petit story time pour commencer ce nouvel épisode d'Insomniac Club. Hier, je suis allé acheter des mangas à Bastille pour les Parisiens qui connaissent, dans la boutique où je vais d'habitude, MCBD. Je crois que j'en ai déjà parlé. C'est vraiment là où j'achète la plupart de mes mangas. C'est une boutique vraiment cool. Moi, j'ai un très bon contact avec les vendeurs. C'est une boutique que je vous recommande si vous êtes parisien. Et juste après, c'était avant mon taf. J'étais largement en avance. Et en fait, je veux me faire un nouveau tatouage ces derniers temps. Donc, je suis allé à un salon de tatouage qui est à côté pour prendre rendez-vous. Où j'étais déjà allé il y a quelques années, mais c'était il y a longtemps. Et les salons de tatouage, c'est un truc où il y a beaucoup de turnover, comme on dit. Les tatoueurs bougent beaucoup d'un salon à l'autre. Donc, je me disais que le tatoueur qui m'avait tatoué, qui m'avait fait d'ailleurs, c'était le tatouage de Bonne Pune Pune que j'avais montré dans la vidéo Idouane. Je me disais qu'il serait plus là, mais bon, voilà, c'était un salon de tatouage où je m'étais senti bien, donc je m'étais dit pourquoi pas. Donc j'y vais. Et devant la porte, déjà, pour commencer, il y a deux mecs vraiment qui sentent fort l'alcool et des mecs de Bastille, pour ceux qui connaissent le quartier, c'est-à-dire vraiment un peu punk à chien, voilà, et qui sentent vraiment bien l'alcool. Donc je dois les contourner pour rentrer dans le salon. Dans le salon, il y a un jeune qui m'accueille. On commence à discuter de mon projet, parce qu'en fait, c'est une phrase d'une chanson. Je vous en parlerai après. Une phrase d'une chanson d'un groupe qui s'appelle Trophy Eyes. Et, euh, et donc, c'est un lettrage, le tatouage. Donc, on parlait un peu de la place, où est-ce qu'on pourrait le faire, quelle taille, quelle police d'écriture, ce genre de choses. Et donc, la discussion se passe bien. Il commence à me dire, ah ben, ça peut être telle personne ou telle personne. Il me montre une fille qui tatoue dans le salon, qui a l'air sympa. Voilà, petit échange de deux, trois mots. Ou ça peut être Jacob. Et à ce moment-là, Jacob, il rentre dans le salon. Et Jacob, en fait, il se trouve que c'était un des deux mecs qui était dehors, qui était devant la boutique. Donc, Jacob arrive derrière le comptoir pour me parler. Jacob sent vraiment beaucoup la bière. Et Jacob parle pas très bien français. Je sais pas trop de quelle nationalité il est. À mon avis, parce qu'il parlait pas super bien anglais non plus. Donc, je sais pas trop. Mais bon, c'était peut-être l'alcool. Mais on commence à essayer de discuter dans un mélange d'anglais-français. Il arrête pas de me dire qu'il est bourré, ce que j'avais bien compris. Et là, en fait, enfin, dès le début, je sais très bien que jamais de la vie, c'est ce gars qui me tatoue, en fait. C'est juste hors de question. Mais il insiste, il commence à me dire que ça va être compliqué, alors que le tatouage a vraiment pas, il y a rien de très compliqué, hein. C'est une phrase. Après, c'est une question de taille, voilà, pour avoir la taille que ce soit lisible et tout, mais c'est pas extrêmement compliqué. En même temps, il me dit que c'est compliqué, mais qu'il peut le faire très facilement. Et puis, il commence surtout à rentrer dans un délire, à vouloir que je lui explique la phrase. Il comprend pas la phrase, il commence à me faire un peu la morale en me disant mais tu sais un tatouage ça dure toute la vie, dans un mélange d'anglais français comme je disais, la conversation est en plus très laborieuse. Donc je lui dis oui oui je sais j'ai déjà pas mal de tatouages. Enfin c'est en fait je comprenais pas où il voulait en venir et il comprenait rien à la phrase. Donc la phrase c'est I want to care when the lights go out, euh, qui est effectivement un peu dur à traduire. Enfin, c'est en fait l'idée, c'est je veux me soucier du moment où je mourrai. Je veux que ce soit quelque chose de significatif. Pas dans le sens je veux mourir pour quelque chose de significatif, mais je veux. Elle est dure à traduire hein, cette phrase, mais c'est en gros, je veux donner de l'importance au fait d'être en vie, parce que mourir, c'est la fin de la vie. Donc, to care, donner de l'importance, se soucier d'eux. Et I want to care when the lights go out. Je veux faire en sorte d'accorder de l'importance au fait de mourir. Donc, sous-entendu, au fait de vivre aussi. Et c'est une phrase que je trouve assez cool et assez belle. Enfin, j'aime bien ce que ça dit. Et je sais pas, il comprenait rien du tout. Il comprenait pas. Je crois qu'il associait care. Alors c'est aussi un sens de care, mais à self-care ou à care dans le sens, vous savez, comme skincare ou des choses comme ça. C'est-à-dire vraiment le soin, mais au sens euh, le soin presque cosmétique. Il comprenait rien du tout. Et en plus, comme dans ma tête, je savais très très bien que vraiment ce serait pas lui qui me tatouerait jamais de la vie. Ce gars met une aiguille sur moi. Il était en plus, il tenait à peine debout. Enfin, c'était assez bizarre comme conversation. Et donc tout ça ne rimait à rien. C'est-à-dire que moi en plus, il était un peu l'heure que je commence à partir pour aller au taf.
Donc je lui disais non mais laissons tomber. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, Jacob. On fera ça une prochaine fois. Mais Jacob, il voulait pas que je parte. Il continuait, il continuait. Il en avait rien à foutre de ce que j'étais. Il était comme beaucoup de gens bourrés. Il était complètement imperméable comment dire, au langage corporel. C'est-à-dire que moi, je donnais tous les indices que je voulais me barrer. J'avais remis mon blouson, je faisais des pas en arrière, vous voyez le genre. Et il en avait rien à foutre. Je voyais qu'il captait pas du tout. Lui, il voulait discuter. Et je voyais aussi à côté le jeune qui m'avait accueilli, qui lui était dans un état parfaitement normal, et qui essayait de reprendre la main. Il disait non mais si tu veux, je vais reprendre à partir de là pour poser un rendez-vous, Jacob. Il y a pas de souci. Et Jacob, il écoutait pas du tout. Jacob, il était lancé. Il voulait parler de la phrase. Donc j'ai réussi finalement à me casser sans prendre de rendez-vous, évidemment. Je vais pas vous mentir que je ferai mon tatouage ailleurs, hein, il n'y a pas de, il y a pas de secret. Et voilà, c'était mon histoire qui est pas très intéressante, mais qui était une espèce d'interaction super awkward où vraiment j'avais plus envie d'être là, j'avais envie de rentrer chez moi. Et c'est ce que j'ai fait. Enfin, je suis allé au travail, quoi. Voilà, c'était mon anecdote. En ce moment, justement, j'écoute beaucoup le groupe dont je parlais, dont la phrase, cette phrase est de ce groupe-là. C'est un groupe donc australien qui s'appelle Trophy Eyes, qui fait du punk hardcore emo, on va dire du ouais, pop punk emo hardcore, appelez ça comme vous voulez. Je vous mettrai un lien tiens en description si vous voulez aller découvrir ça. Moi, c'est un genre de musique que j'ai toujours beaucoup écouté, toujours depuis le lycée quoi, qui reste mon genre favori en vrai. J'aime énormément de choses en musique, mais ce genre-là est vraiment un genre important pour moi. Et, euh, et récemment, enfin, ça faisait un moment que j'avais pas eu des grosses découvertes dans le genre. J'ai des groupes favoris depuis très longtemps qui sont un peu les mêmes. Si ça vous intéresse d'aller écouter, je suis très fan notamment de The Ataris, de Thursday aussi, qui est un groupe qui a été très important pour moi. Et Trophy Eyes s'inscrit un peu là-dedans. Je suis très fan aussi d'un groupe qui s'appelle The Wonder Years, qui lui pour le coup est actuel. Parce que The Ataris et Thursday, ils existent toujours, mais c'est des groupes principalement de tournée maintenant. Ils sortent plus trop de projets. Euh, En tout cas, Thursday, The Ataris, c'est plus compliqué, mais je vais pas me rentrer là-dedans. Mais ouais, Trophy Eyes, c'est une de mes dernières découvertes dans le style. Ils ont 4 albums. Alors le premier est pas terrible parce que ils n'avaient pas encore trouvé leur comment dire leur identité. C'est un album très lambda et la suite n'y ressemble pas du tout. D'ailleurs c'est marrant sur le premier le chanteur a pas du tout la même voix qu'après. Il avait pas encore trouvé sa manière de chanter et tout. Mais à partir du deuxième album qui s'appelle Chemical Miracle, c'est vraiment mortel. Chemical Miracle il est incroyable. C'est un album de fou avec une très belle pochette d'ailleurs. Et le dernier en date là ils en ont sorti un il y a cette année. Pardon, qui s'appelle Suicide and Sunshine. C'est un groupe qui parle beaucoup de trucs assez dark. Le chanteur est assez dépressif. En plus, il est toxicomane. Donc ça parle pas mal de ça, de ses démons intérieurs, si je puis dire. Mais il en parle très bien. Je trouve qu'il a une très belle écriture. Il a une façon de chanter aussi qui est ouf, avec une voix éraillée où il est toujours en train de crier, mais c'est pas des cris de métal, si vous voulez. C'est des cris. Parfois, la musique est assez calme et il crie par-dessus. C'est vraiment. Moi, ça me parle beaucoup comme disque. Et je vous conseille vraiment, si vous avez envie de découvrir un peu ça, je vous mettrai un lien. Je vous mettrai un lien, tiens, pour la chanson en question dont vient la phrase qui s'appelle Miming in the choir. Je sais pas comment. C'est dur à prononcer ce mot. Miming, ça veut dire faire semblant, mimer. In the choir. The choir, c'est la chorale, le chœur dans une église par exemple. Donc faire semblant dans l'église, enfin faire semblant de chanter quoi en fait, quand vous êtes dans un groupe de chant et qu'en fait vous bougez juste la bouche, vous voyez ce que je veux dire. Et la chanson est vraiment chouette, très belle. C'est une chanson ultra touchante. Je vous la mettrai en lien. Et, euh, et ouais, moi j'écoute beaucoup ça. C'est un peu mon disque de chevet ces derniers temps. J'écoute quasiment que ce disque-là dans les trajets justement pour aller au taf, qui sont des trajets assez longs maintenant vu que j'ai déménagé. Vous avez suivi toutes mes aventures. Donc j'ai 40 minutes de train pour aller sur Paris, plus une vingtaine de minutes de métro. Et ça va, hein, ça reste vivable, mais ça fait que j'ai du temps pour lire et pour écouter de la musique. J'ai jamais autant lu d'ailleurs que depuis que j'ai déménagé. Et, euh, et ouais, le fait d'écouter ce disque et de revenir un peu, parce qu'en fait ces dernières années
Bon, j'écoutais toujours du rock, mais j'écoutais aussi beaucoup de rap. J'écoutais plein de trucs. Et c'est toujours le cas, hein, mais c'est vrai que là, en me remettant dans Trophy S, qui ressemble beaucoup à des groupes que j'écoutais quand j'étais étudiant, quand j'étais lycéen, ça m'a rappelé des trucs. Et en fait, ça m'a rappelé mon. Enfin, c'est con à dire, mais mon affection pour la musique. Et qui est en fait, je pense, c'est vraiment mon, mon mode d'expression artistique favori, quoi. S'il fallait en garder qu'un, je sacrifie tout le reste. Et pourtant, c'est marrant parce que ben, j'écris des livres, je fais des vidéos sur les mangas, tout ça. Mais au fond, le vrai truc le plus important pour moi, c'est la musique. C'est hors de question de ne plus pouvoir écouter de musique. Là où je pourrais me passer du reste, je pense, j'en ai pas envie, heureusement que j'ai pas à choisir. Mais, euh, mais la musique, c'est un art, je trouve, qui enterre complètement les autres. Déjà parce que c'est un art, contrairement à quasiment tous les autres arts, c'est un art qui est pas intellectuel. C'est-à-dire, en fait, quand vous écoutez un morceau, s'il vous plaît, il n'y a pas vraiment de raison. Ça découle pas d'un scénario, ça découle pas d'une interprétation attirée d'un propos, d'un symbolisme ou quoi. C'est un truc purement viscéral, presque sensitif. Enfin, c'est pas presque, c'est sensitif, quoi. C'est corporel. C'est un truc. D'ailleurs, c'est physique la musique dans le sens où ben, la musique c'est une onde, c'est une vibration de l'air qui va évoquer des sentiments en vous, quoi. C'est assez ouf et qui en plus va évoquer les mêmes sentiments chez la plupart des auditeurs. C'est-à-dire qu'on a, alors c'est un peu par habitude, mais quand même, je pense qu'il y a un truc au-delà de l'habitude où il y a des tonalités musicales, des accords, des mélodies, des rythmes qu'on va associer à des émotions plus ou moins positives, plus ou moins négatives, alors que techniquement, rien ne dirait ça. Il y a pas de propos, il n'y a pas de sens intellectuel à la musique, il y a des notes de musique. Donc je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme procédé, et ça en fait un art qui dépasse, je trouve, les explications, qui dépasse les analyses. Alors on peut quand même faire des critiques musicales. J'en ai fait énormément sur mon blog, j'en fais quasiment plus désormais, mais sur mon blog était principalement musical pendant des années. Et j'ai ma meilleure pote qui est critique musicale aussi dans le magazine New Noise, si vous connaissez, qui est un des principaux magazines de rock en France, et qui est le plus intéressant déjà. Et oui, donc c'est possible d'analyser la musique. Et évidemment, il y a une culture musicale, c'est intéressant de parler des groupes, parler de l'histoire, faire des rapprochements entre des styles de musique, tout ça. Mais, in fine, je trouve que la musique a un truc qui dépasse l'analyse, quoi, qui dépasse le propos, et ça lui donne une immédiateté, un naturel dont les autres arts sont un peu dépourvus en fait, quoi. Et d'ailleurs c'est surtout vrai tout ce que je dis, je trouve, de la musique pop en fait. Parce qu'il y a la musique pop et il y a la musique, je sais plus comment on dit, il y a un terme un peu officiel, mais en gros la musique savante, c'est peut-être même ça le terme, je crois pas que ce soit ça. Mais en gros c'est ce qui regroupe la musique classique, le jazz et certaines musiques expérimentales aussi, qui là sont des musiques justement un peu moins. Alors la musique classique, ça dépend des morceaux. Je sais pas si on parle de morceaux pour la musique classique, mais dans ces styles musicaux-là se rajoute effectivement une dimension de symbolisme, d'interprétation, d'analyse. Le jazz notamment est une musique très portée sur l'analyse. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir qui écoute du jazz en général. Alors il y a plein d'exceptions, hein, mais c'est un truc un peu d'intellectuel, le jazz ou le classique, d'intellectuel, de bourgeois, de gens. Je fais des gros schémas, hein, évidemment qu'il y a il y a plein d'exceptions à ça, mais il y a un truc un peu culturel qui est pas, on va pas chercher dans ces musiques-là ce qu'on va chercher dans un titre de pop. Quand je dis de pop, ça veut pas dire pop radiophonique. La pop, en fait, c'est un format de morceaux qui repose sur l'idée de couplet-refrain. Un peu, en fait, la plupart des morceaux qu'on écoute sont des morceaux de pop d'un point de vue structurel. C'est-à-dire, souvent, vous regarderez, enfin, là, j'enfonce des portes ouvertes hein, pour ceux qui savent, mais la plupart des morceaux qu'on écoute ont toujours la même structure qui est couplet, refrain, pont, c'est-à-dire une variation, refrain. Et voilà, et fin du morceau. Et 90% des morceaux qui passent à la radio, qu'on écoute sur YouTube, tout ça, correspondent à ce schéma-là, quoi. À moins que vous soyez dans des musiques un peu plus expérimentales. Et, euh, et je trouve ouais, que la musique pop a cette magie-là d'être un truc très immédiat qui dépasse l'analyse, qui dépasse le propos
Et d'ailleurs, ça fait que c'est souvent un peu difficile de parler de musique parce que, à part dire, ben, j'aime trop ce morceau, j'aime trop ce disque, il me fait ressentir des trucs de ouf. Vous pouvez pas raconter un disque en fait. Et je suis assez admiratif des gens qui arrivent, des gens qui arrivent à faire des vidéos sur la musique sans en passer. Parce que en fait, le mieux à faire quand vous voulez parler de musique, c'est en passer quoi. C'est mettre le morceau en question. Mais ouais, non, c'est un truc. Je, je l'ai beaucoup fait par écrit, quoi, comme je disais. Je pense que je le faisais pas trop mal, mais je le faisais en me reposant beaucoup sur moi-même, quoi. Je donnais mon avis, c'était très très subjectif, volontairement, quoi. Les journalistes musicaux, c'est un talent que je suis pas sûr d'avoir. Je pourrais m'y forcer, mais c'est un truc bien particulier, je trouve. Et ouais, je réfléchissais beaucoup à tout ça ces derniers jours, sur l'importance de la musique, sur la spécificité de la musique par rapport aux autres arts. Et je me dis que c'est con parce que j'écris, comme je disais, je fais des romans, mais je sais que j'arriverai jamais à recréer avec un roman l'effet que peut me faire un morceau de 3 minutes, comme le morceau Miming in the choir c'est très dur à prononcer, de Trophy Eyes. Cet effet immédiat d'émotion qui fait trembler le ventre d'un coup, enfin, c'est un truc galvanisant comme ça qui vous prend vraiment en 3 minutes. C'est très dur à reproduire avec un livre. Un livre s'ajoute à votre lecture toute une dimension ouais, d'analyse, de culture, il y a un effort intellectuel à faire, alors qui n'est pas forcément un effort de ouf, hein, mais il y a un truc où ça peut pas être totalement viscéral, la littérature. Tout comme un film, tout comme... Un film peut s'en rapprocher, pas dans son scénario ou quoi, mais dans certaines scènes. Je trouve, j'ai pu ressentir des trucs un peu proches de la musique, sur des scènes d'action notamment, des scènes très décorrélées, peu importe le scénario, peu importe ce que ça raconte, mais un truc, vous savez, des scènes avec une chorégraphie de ouf, une musique, justement, ça passe aussi par la musique hein, d'ailleurs, une musique qui va trop bien avec les plans, des mouvements de caméra, des trucs. Je pense à, je sais pas, un film comme, moi c'est un film que j'aime beaucoup, The Raid. Je sais pas si vous l'avez vu, un film d'arts martiaux. Il y a The Raid et The Raid 2, les deux sont géniaux. The Raid 2 est moins bien, mais il est quand même, il y a des scènes d'action de malade dans The Raid 2. Et justement, c'est des scènes que je peux me repasser un peu comme des morceaux de musique. C'est-à-dire, peu importe le scénario, peu importe ce qu'il y a avant, après, qui sont les personnages, la scène en elle-même fonctionne comme un truc sensoriel, comme un truc un peu viscéral, comme je disais sur la musique, que vous n'avez pas besoin de comprendre, que vous n'avez pas besoin d'analyser. C'est purement satisfaisant émotionnellement, juste à prendre comme ça, à prendre frontalement, quoi. Et ouais, les films peuvent y arriver. Mais je trouve que c'est des scènes, en fait, qui vont y arriver. C'est pas un film en entier. Et la littérature, je trouve qu'elle en est très très loin. C'est autre chose. Alors ça veut pas dire que c'est pas bien, mais c'est complètement autre chose, quoi. Il y a une petite frustration à se dire que ouais, on peut jamais créer tout à fait ce truc-là en littérature, je trouve. Moi, il y a un seul livre qui s'en est un peu rapproché, qui est un livre qui m'a marqué énormément quand j'étais gamin, enfin gamin, quand j'étais au collège. C'est L'Attrape-cœur de J.D. Salinger. C'est un grand classique, vous connaissez peut-être, ou peut-être pas, hein, vous avez le droit de pas connaître, mais qui est un bouquin qui raconte l'hiver, le Noël de Holden Caulfield, un lycéen qui se fait virer de son lycée parce qu'il a des mauvaises notes, c'est un lycée privé. Il a rien fait de mal ou quoi, hein, mais c'est juste, voilà, il est trop mauvais pour rester au lycée. Donc il se fait virer, c'est 2-3 jours avant les vacances de Noël. Et en fait, le principal, le doyen du lycée, lui, il est en pension hein, au lycée. Il dort là-bas et tout. Et il lui dit, bon, ben, tu vas être viré, mais bon, il reste 3 jours avant les vacances de Noël. Tu fais les 3 jours et puis tu pars chez toi pour les vacances. Et puis à la fin des vacances, tu reviens pas, quoi. Et Holden Caulfield, un peu sur un coup de tête, il décide le jour même de partir. Donc de partir 3-4 jours en avance. Donc il prend le train, il rentre chez lui à New York. Enfin, chez lui, il rentre à New York, qui est pas très loin, hein, c'est pas un voyage de ouf. Je sais pas, il doit mettre 1 heure ou 2 de train. Et il arrive à New York et en fait là, il veut pas le dire à ses parents qu'il s'est fait virer, il a pas envie de rentrer tout de suite chez lui. Donc en fait, le roman va parler des 2-3 jours où il va traîner à New York, il se prend une chambre d'hôtel et il erre dans les rues et il va faire 2-3 rencontres, mais il se passe pas grand-chose, c'est pas du tout un roman à histoire, à scénario justement. C'est peut-être ça qui fait aussi que ça se rapproche un peu par moment de l'émotionnalité que je peux trouver dans la musique. Euh,
C'est un truc, moi, qui m'a énormément touché. Je l'avais lu en quatrième, je me rappelle très très bien de ma première lecture. C'était la première fois qu'un livre me faisait cet effet-là. J'ai toujours beaucoup lu depuis que je suis gamin, mais c'était la première fois que je ressentais des émotions aussi intenses avec un bouquin et où j'avais à ce point l'impression d'un personnage qui me parlait à moi. J'avais l'impression que ce livre avait été écrit pour moi, quoi. Et en plus, je l'avais lu à l'époque sur les conseils de mon père qui l'avait dans sa bibliothèque et qui me disait ah celui-là il est bien. Je devais lire un bouquin sur l'adolescence pour l'école en fait. Et on avait le droit de lire un peu ce qu'on voulait. Et mon père m'a dit ah bah tu peux lire ça, il est cool. Et comme je l'avais sous la main, ça m'évitait d'avoir à acheter un autre livre et tout. Donc je l'ai pris et vraiment ça a été un de mes grands chocs de ma vie de lecteur. C'est peut-être le plus grand et difficilement égalé par la suite. Et c'est un livre que c'est un des rares livres que j'ai relu plusieurs fois, que je connais vraiment pas par cœur, mais je le connais bien. Et il y a plein de choses à en dire. On peut l'analyser, l'attrape-cœur, mais je trouve qu'en fait il y perd presque si vous l'analysez, et que c'est un livre. Le mieux, c'est de pas trop en parler, c'est de juste le lire. Et en fait, oui, il y a plein de trucs à dire. On peut essayer de comprendre les sous-entendus de certaines scènes, de comprendre des trucs qui sont pas vraiment racontés, mais qu'on devine, tout ça. Mais en fait, je trouve que c'est pas important. Que le plus important dans Attrape-Cœur, c'est de le lire et de le prendre comme un album d'un groupe de rock. C'est un truc, même dans la façon dont il est écrit, c'est très oral. Ça avait beaucoup. C'est un des trucs très connus de ce livre, c'est que c'est raconté à la première personne par Holden lui-même. Et il a une façon de d'écrire qui est très. Ouais, qui est très orale, qui ressemble pas à une écriture classique de littérature et qui est très bien rendu par l'auteur J.D. Salinger. Et voilà, je vous le conseille. Les traductions sont un peu aléatoires. Moi, la traduction que j'ai encore ma copie de la toute première édition de l'Attrape-Cœur en France, qui a une traduction géniale. Et je trouve que les traductions qu'il y a eu par la suite sont moins bien. Alors, j'ai pas lu la toute dernière, je sais qu'ils l'ont retraduit, il y a quelques années. Je sais pas ce que ça donne. Mais bon, après, c'est des traductions, mais ça va, hein, c'est pas non plus, c'est pas dramatique. Mais comme c'est un langage oral et tout, il y a des choix de mots parfois, je me disais, ouais, ça me paraît bizarre. Ils ont donné un argot parfois un peu daté, ce qui, je trouve, est pas forcément une bonne idée, même si ça se passe dans les années 50. C'est un livre qui est assez vieux. Euh, je trouve qu'il a un côté intemporel qui fait que c'était peut-être pas bien de le dater par les choix d'argot, où Holden dit des trucs que plus personne dit depuis 40 ans, quoi. Et, dans le livre d'origine, c'est pas trop le cas. En fait, c'est de l'argot un peu intemporel qu'il utilise, et je trouve que ça aurait été bien de garder ça. Mais bon, c'est des détails. C'était juste pour vous dire ouais, que ce livre-là, c'est le seul livre de littérature que je rapproche un petit peu de la musique. Pas du tout. J'essaye pas de dire que J.D. Salinger écrit comme un musicien ou quoi. C'est des phrases toutes faites qui veulent rien dire, ça. Mais c'est plus dans comment j'ai ressenti le livre, quoi. Et à part ça, moi, il y a plein de livres que j'ai adorés, qui ont changé ma vie, des livres de Stephen King, des trucs comme ça. Mais j'ai jamais eu ce truc d'immédiateté. Ça dépasse l'analyse, ça dépasse le propos. J'ai pas grand chose à en dire, mais je sais que je surkiffe comme j'ai rarement surkiffé un truc. Il y a que l'attrape-cœur qui correspond à cette description. Voilà. C'était un Insomniac Club pour raconter tout et n'importe quoi, comme d'habitude. Peut-être que vous l'écouterez au moment d'aller dormir. Si c'est le cas, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, je vous dis à lundi pour une vidéo. Je ne la manquerai pas. J'ai manqué cette semaine. Ces derniers temps, là, j'avais du mal à trouver le temps et la motivation à faire des vidéos. Donc, je voulais pas me forcer. Je vous ai déjà expliqué sur la chaîne. Le maître mot, c'est de ne pas me forcer. Si j'ai pas envie certaines semaines, je ne fais pas. J'essaye de maintenir le rendez-vous hebdomadaire, mais là, j'étais fatigué. Donc voilà, je reviens avec cet Insomniac Club, puis je reviens la semaine prochaine avec, enfin lundi quoi, avec un manga qui s'appelle Les âmes enflammées. Ça on a un petit peu parlé, un one shot qui est sorti chez Glénat, qui pour le coup, il y a des trucs à en dire justement. Il est intéressant. J'ai pas surkiffé, mais j'ai bien aimé quand même, et il y a vraiment des trucs à en dire en termes d'écriture, de propos, tout ça. Et voilà, et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Là, j'ai acheté sur les conseils de l'un d'entre vous, enfin les conseils de toute façon, à partir du moment où j'ai su que ce manga existait, je savais que je l'achèterais, mais je ne savais pas qu'il existait. J'ai acheté New Authentic Magical Girl, les 2 premiers tomes, qui est un manga dont je n'avais pas du tout entendu parler, qui est en train de sortir en ce moment chez Delcourt Tonkam, et qui est le nouveau manga scénarisé par Nishio Isin,
le scénariste de Medaka Box et de Bakemonogatari. Medaka Box qui est un de mes mangas favoris et Bakemonogatari qui est une des plus grosses, enfin des séries les plus intéressantes actuellement. Donc voilà, j'ai la nouvelle série de ce mec-là. Je l'ai pas encore lu. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, il y a que les 2 premiers tomes. Mais voilà, on en parlera peut-être un de ces 4. Je vous souhaite une bonne nuit si vous dormez. Et enfin, si vous êtes sur le point de dormir. Et si c'est pas du tout le cas et que vous écoutez cette vidéo, entre mille guillemets, vu qu'il n'y a pas d'image, à un autre moment que la nuit, bonne journée et à bientôt. Merci à tous. C'était cool de vous parler et de retrouver ce format. Ciao.